Bonjour à vous tous et merci d'être fidèles au rendez-vous et d'être là avec nous pour le 18h de Télé Nantes. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons puisque nous avons décidé de la consacrer entièrement à l'incendie qui a en partie détruit, en tout cas la toiture de la basilique Saint-Donatien à Nantes, un édifice majestueux, splendide, bien connu des Nantais, qui date de la fin du 19e siècle, qui n'est pas si ancien que ça, mais tout de même, dans les années 1880-90, on précisera ces choses-là. Et au lendemain de cet accident et de cet incident majeur, nous avons choisi de prendre le temps à la fois d'expliquer ce qui s'est passé hier matin et puis aussi d'expliquer ce qui va se passer maintenant. Et pour cela, il y a en plateau avec moi deux invités. Tout d'abord, Olivier Château, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Nantes en charge du patrimoine. Puis avec moi également, Benoît Bertrand, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le vicaire général du diocèse de Nantes. On a plein de choses à se dire et à expliquer à ceux qui nous regardent. Nous retrouverons également en direct depuis le parvis de la basilique Saint-Donatien Anne-Lise Thomine avec sans doute quelques invités. Voilà, elle est déjà en place, Anne-Lise. Mais avant toute chose, un premier mot, messieurs, sur votre état d'esprit au lendemain de cet incendie important, marquant. Est-ce qu'on peut parler de choc ? Je ne sais pas qui est... Oui, je veux bien prendre la parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse dans la pensée des catholiques de la ville de Nantes, en particulier des paroissiens de Saint-Donatien, Saint-Rogatien. Nous avons vraiment échappé au drame. Et je voudrais commencer par dire l'infinie reconnaissance que nous devons aux 80 sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie qui sont intervenus très rapidement et avec beaucoup d'efficacité, d'abord pour sauver les deux pauvres malheureux ouvriers qui travaillaient sur la toiture. Voilà. On reviendra sur les circonstances, évidemment. Car ils étaient pris dans les flammes. Oui. Et grâce à eux, de fait, la toiture, la voûte de la basilique a échappé à un effondrement. La notion de choc, Olivier Château, disons que c'est un événement marquant et qui va marquer les esprits. Oui, le choc, c'est une vraie émotion, ouais. On le ressent. Au-delà, et je le comprends bien, sur évidemment les catholiques nantais, mais ça va au-delà. Je crois que c'est tous les Nantais qui sont aujourd'hui émus, choqués, tristes. Il y a des gens qui pleuraient hier. Il y a eu beaucoup de témoignages depuis hier et les gens se sont touchés parce que c'est un édifice, un bâtiment du patrimoine nantais qui, en partie, s'est envolé en fumée. Donc ça touche tout le monde assez profondément, je crois. C'est un vrai choc. Ouais. On a en mémoire l'incendie de la cathédrale de Nantes le 28 janvier 72 pour des causes un petit peu similaire, même si les choses ne sont pas tout à fait... Mais dans l'imaginaire collectif, sûr, voilà, ça fait une espèce de... La toiture était partie en fumée, voilà, pareil, ça avait pris beaucoup plus de temps parce que la toiture était plus importante. Il y avait plus de vent sur Nantes ce jour-là. On va revenir bien sûr sur tous ces éléments, mais revenons aux faits, tout simplement, à ce qui s'est passé hier sur le toit de cette basilique Saint-Donatien, donc avec ce reportage de Jean-Michel Naga et Anne Judic. Le feu s'est déclaré lundi vers 10h15, peu après la fin de la messe. C'est sur les réseaux sociaux que les images de l'incendie apparaissent en premier, prises par les voisins, sous le choc. Je me suis mis à ma fenêtre, puis d'un seul coup j'ai vu les flammes, c'est impressionnant. J'avais déjà vu la cathédrale brûler, mais là c'est juste à côté, donc impressionnant. Une fumée noire et une charpente qui va brûler en 45 minutes, malgré la présence d'une centaine de pompiers. Rapidement, le feu s'est propagé parce qu'on a un très gros volume, du bois très sec, des poussières. Bon, voilà, c'est toujours un milieu assez compliqué. On a mis des très gros moyens avec donc des lances sur échelle, grande échelle et bras élévateurs, pour limiter la propagation. On a fait ce qu'on a pu. On a arrêté 4/5 de l'incendie au niveau de la toiture. Et les bâtiments autour ont été protégés. Autour, c'est notamment le groupe scolaire Saint-Donatien. Pas d'évacuation hier, mais des élèves impressionnés par l'incendie et des parents inquiets, venus nombreux les récupérer à midi. La direction diocésaine a pris en charge également les mesures de sécurité autour des enfants et on accompagne au mieux les enfants pour leur expliquer et les laisser regarder parce que de toute façon, ça ne sert à rien de cacher les choses aux enfants. Très vite, les causes du départ de feu laissent peu place au doute. 2 ouvriers intervenaient sur le toit le matin même pour des travaux d'étanchéité. Une maladresse pourrait être à l'origine du sinistre. Vous avez des chéneaux, sur les chéneaux vous avez des fuites, des trous. Donc on met une petite plaque goudronnée que l'on chauffe avec un chalumeau pour que ça colle dessus. Et il se trouve que ça a chauffé les plaques de bois qui étaient en dessous ou à côté.
le bois s'est enflammé et à partir de ce moment-là, ça s'est communiqué à la charpente. Et comme c'est une charpente qui n'a pas été découverte depuis 1890, le bois est bien sec. Toute la journée d'hier, les accès aux abords de la basilique ont été bloqués par les forces de l'ordre. Une vingtaine de pompiers est restée toute la nuit au chevet de l'édifice, dont la voûte est désormais fragilisée. Alors voilà, ça c'était hier. Et avant de revenir avec vous, messieurs, je vous propose de partir directement sur le parvis de la basilique où il y a Anne-Lise Thomine qui nous attend et qui va nous dire ce qui s'est passé aujourd'hui sur site, puisqu'il y a eu beaucoup de monde venu en visite de la basilique pour voir dans quel état elle était finalement. Voilà, on est un petit peu à côté du parvis, plus exactement. C'est vrai qu'à cette heure-ci, on est plutôt retour au calme, retour à la normale, aux abords de la basilique Saint-Donatien, bien sûr. Mais ce matin, c'était encore très actif. Les pompiers étaient présents ce matin pour vérifier que le feu était bien éteint, qu'il n'y avait plus de point chaud exactement. Ils ont sécurisé les lieux alentours, interdisant l'accès au presbytère et au cimetière, aux abords également de la basilique. Ils vont juste s'assurer, en faisant quelques rondes de temps en temps, il y en aura plusieurs fois par jour dans les jours à venir. Mais voilà, les lieux sont sécurisés en tout cas. Ce matin, c'était également le temps des experts, les experts de la ville, les experts du diocèse et des assurances, bien sûr, qui sont venus constater les dégâts. Et ils sont importants, ces dégâts. On le voit justement aussi derrière moi. 2/3 de la toiture est partie en fumée. Au niveau de la voûte, il y a 2 endroits qui sont fragilisés, notamment au niveau du chœur, tout au bout, au fond, derrière moi. Je ne sais pas si on peut le voir. Et également au niveau de la croisée du transept, du fait des débris qui sont tombés et de l'eau qui a été projetée pour éteindre l'incendie, la voûte se trouve fragilisée. Les pignons également de chaque côté du transept sont encore fragilisés puisqu'ils ne sont plus solidaires de la voûte, ce qui fait qu'il y a quand même toujours un risque d'effondrement, même si les risques ont été minimisés par l'intervention des pompiers. Et c'est aussi pour ça que la vigilance est toujours de mise, et aussi parce que cette basilique est à la merci aujourd'hui des intempéries. Heureusement, le beau temps est plutôt présent en ce moment et ça devrait être le cas dans les prochains jours, mais il faut rester vigilant. C'est un petit peu le message de cette journée. Les pompiers, les experts sont partis ce midi et la vie reprend à Saint-Donatien. Merci beaucoup Anne-Lise Thomine en direct depuis Saint-Donatien. Alors Olivier Château, Anne-Lise nous le disait à l'instant, aujourd'hui il y a eu un bal et des visites à n'en plus finir, des experts, c'est le moment important, vous le confirmez évidemment. Oui, les experts étaient présents aujourd'hui, experts en assurance, ingénieurs, experts en structure. Voilà, tous les corps de métier qui nécessitaient d'être présents aujourd'hui pour donner un avis et une expertise sur la situation aujourd'hui du bâtiment étaient présents aujourd'hui et faisaient les premières études et les premières constatations. Donc on est loin d'en avoir terminé. On a déjà d'autres expertises qui sont déjà programmées pour d'ici quelques 10-15 jours. Mais sur cette première phase d'expertise, effectivement, c'était aujourd'hui de manière très rapide. Anne-Lise nous parlait d'une voûte, on l'a déjà dit dès hier et aujourd'hui, et là on voit des images impressionnantes d'ailleurs de Jean-Michel Naga, de la charpente. Anne-Lise nous disait à l'instant, la voûte est vraiment fragilisée, y compris les pignons. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de cet état de fragilité de cette basilique ? Alors, les premiers éléments qu'on a eus cet après-midi confirment effectivement la fragilité de la voûte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un poids qui s'exerce sur la voûte, à la fois par les éléments de charpente qui sont tombés sur la voûte, par les poutres et qui ont à certains points transpercé également. Oui. Le poids de l'eau qui a servi donc, pour éteindre l'incendie, les ardoises. Enfin, il y a un poids qui s'exerce sur la voûte qui la fragilise et ça a été confirmé par les experts cet après-midi. Et avec, en fait, sur certaines structures, effectivement, le poids de la voûte qui attire vers l'intérieur les pignons. Donc il y a une vraie inquiétude aussi et on ne peut pas aujourd'hui garantir effectivement que la voûte qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement. Pour qu'on comprenne bien, parce que c'est un peu compliqué, on emploie des termes. La voûte, je vais le dire avec des mots un peu barbares, c'est le plafond c'est ça, de la basilique. Le plafond en pierre, voilà. Et puis après il y a un toit. Un toit fait d'arbres. Et là, les arbres qui ont été utilisés, c'était pour la charpente, c'était des résineux. Parce que ça coûtait moins cher à la fin du 19e siècle. Donc ce sont des résineux qui sont partis en fumée très très rapidement puisque cette charpente était très sèche avec sans doute beaucoup de poussière. Ouais.
Est-ce que cela veut dire, au regard des premiers éléments que vous nous donnez, Olivier Château, qu'il va falloir envisager des premières phases d'intervention, de sécurisation, avant même d'entreprendre des travaux de rénovation-restauration ? Très clairement, on n'est pas du tout aujourd'hui dans la phase rénovation, restauration, remise en état. La première urgence, elle est de la sécurisation du bâtiment. D'abord, sécurisation du périmètre autour. C'est-à-dire qu'effectivement, éviter tout risque que des personnes puissent accéder, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas garantir la sécurité des lieux. C'est un site dangereux. Oui, c'est un site dangereux. Donc, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a des barriérages qui vont être posés, qui sont en cours d'être posés pour sécuriser le périmètre. Il y a des interdictions aussi d'accès autour. Et puis, effectivement, sur le bâtiment lui-même, il y a des mesures qui seront prises pour couvrir, mais ça, c'est pas des mesures qu'on peut prendre en 2-3 jours. Hein. Il y a des études à mener parce qu'évidemment, on ne couvre pas ce type d'édifice comme on couvrirait un toit d'une maison individuelle. C'est-à-dire que, y compris avec le type de structure que c'est, il faut couvrir le bâtiment. Donc, c'est l'idée d'une sorte de parapluie. Pour donner une image, mais pour empêcher qu'en cas de pluie, les eaux ruissellent à nouveau sur la voûte à l'intérieur et ne viennent fragiliser davantage l'édifice. Et puis, c'est des mesures, certainement, d'étayage à l'intérieur de la voûte pour essayer de la consolider par l'intérieur et éviter qu'elle ne s'effondre. Donc ça suppose aussi des expertises, des études, trouver les entreprises en capacité de le faire. Donc il y a une vraie phase technique, mais d'abord et qui va prendre un certain la sécurisation temps. Et faire en sorte que le bâtiment ne se dégrade pas préserver au maximum le bâtiment. On n'a pas eu de victimes jusqu'à présent. Oui. Il ne s'agit pas qu'on en ait maintenant. Oui, donc la protection du bâtiment est très importante. Peut-être un peu de pédagogie, de précision. Cette basilique appartient à la ville de Nantes. D'où votre présence, en fait, Olivier Château, en tant qu'adjoint chargé du patrimoine. C'est pas juste comme ça. Des travaux. Donc j'ai les deux casquettes sur ces. Mais peut-être que parfois on l'oublie. Donc c'est intéressant de resituer les choses. Le bâtiment appartient à la ville et le diocèse, le curé et l'affectataire. Ce qui veut dire qu'il en a l'usage. Il en a l'usage pour les célébrations, pour la prière, pour la communauté catholique qui s'y rassemble. Ce qui veut dire que c'est la ville en tant que propriétaire du bâtiment qui est en charge de son entretien et de la décision d'entreprendre des travaux ou pas. En l'occurrence, les travaux pendant lesquels cet incendie s'est déclaré avaient été commandés par la ville. Oui, étaient commandés. On était dans des travaux d'entretien durable, parce que la politique de la ville, elle est de maintenir en bon état. Et en l'occurrence, Saint-Donatien, Saint-Rogatien était en bon état. Enfin, c'était un édifice qu'on considérait comme en bon état. Les travaux étaient vraiment d'une nature assez simple. Hein, le montant des travaux était vraiment pas élevé. Mais ça supposait quand même un savoir-faire, parce que l'entreprise qui était intervenue... C'est pareil, travaille pour la ville de Nantes depuis longtemps, c'est une grosse entreprise. Voilà, donc il y avait aussi des précautions, et c'est ce qu'ont rappelé les experts aujourd'hui. Donc il y avait tout un cahier des charges pour pouvoir intervenir sur ce type de chantier, donc permis de feu, cahier de prévention, qui engage l'entreprise et la ville, qui pose les conditions d'intervention, parce qu'on n'intervient pas sur ce type d'édifice comme ça. Évidemment. On est vraiment sur des entreprises qui ont cette qualification. Spécialisées. Je vous propose de retrouver Anne-Lise Thomine, parce qu'on a parlé du bâtiment, mais il y a ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. On en reparlera ensemble d'ailleurs. Il y a des offres qui ont été protégées. Et là, Anne-Lise est normalement en compagnie de l'organiste de la basilique Saint-Donatien Saint-Rogatien, qui a peu de nouvelles de son orgue. C'est ce que je crois savoir. Anne-Lise, c'est à vous. Voilà, je suis avec Bruno Vinquel, qui est l'organiste depuis 25 ans de cette basilique Saint-Donatien, également avec son suppléant Alban Ladmirault. Vous étiez en train de répéter dans une salle attenante au moment des faits. Vous réalisez un petit peu aujourd'hui ce qui s'est passé et vous êtes inquiet pour votre orgue ? Je ne réalise pas seulement aujourd'hui, je réalise depuis hier. Et c'est un immense chagrin qui m'étreint, et je pense pour de longs jours, pas seulement pour l'orgue, mais pour la basilique et la communauté que j'ai servie pendant plus de 25 ans. Pour les offices du week-end, mais aussi pour les moments de joie que sont les mariages, et aussi le moment de peine, voire de grande peine que sont les sépultures, ou la musique d'orgue que j'ai pu faire et jouer, essayait tant faire que se peut de consoler les âmes éplorées qui étaient là. C'est aussi des grands événements paroissiaux que j'ai vécus. L'ordination de notre diacre, Régis Hastings,
les vœux perpétuels de 2 sœurs religieuses de Blanche de Castille, la consacration d'une vierge, enfin voilà, il y a des vierges consacrées, c'est-à-dire des laïques femmes qui se consacrent sans être sœurs et religieuses, voilà. Et c'était de grands événements. On l'imagine, voilà, beaucoup de souvenirs, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles de l'orgue, même si vous êtes atteint par ce qui est arrivé à la basilique dans son ensemble, évidemment des inquiétudes sur votre instrument? Oui, bien sûr. Alors le problème, c'est que du fait de périmètres de sécurité et de l'ébranlement de l'édifice, il a été interdit qu'on puisse avoir accès à l'intérieur de l'édifice et que je n'ai donc pas pu aller voir l'instrument, même à l'intérieur, voir ce qui s'est passé. Des suppositions se font quand même, vu que l'incendie a commencé directement au-dessus et que probablement de l'eau, des lances et peut-être de la mousse est tombée dans l'orgue et avec de la cendre et malheureusement l'aura considérablement abîmé. Parce que c'est ça, nous on a pu se rendre à l'intérieur avec notre journaliste Jean-Michel Naga, on a vu quelques images a priori de l'extérieur, il n'a pas l'air endommagé, mais voilà, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Tout à fait, parce qu'on ne s'imagine pas, quand on a un orgue de façade, tout ce qu'il y a derrière. Il faut aller maintenant, les gens peuvent aller, ce qui n'était pas, à mon cas, dans ma jeunesse, sur YouTube et voir l'intérieur d'un orgue, entre tous les tuyaux, toute la mécanique en bois, des tas de pièces, de petites pièces, de micro-pièces différentes et multiples, qui sont énormes, enfin énormes, un nombre très importants qui sont en bois et malheureusement trop d'eau ça déforme et déformé ça veut dire on répare pas, il faut changer et changer tout ça. L'instrument devait être d'ailleurs déposé en février prochain a priori, enfin disons il y a un projet bien avancé dans ça si tout se passait bien pour une révision complète et une réparation complète, mais là ça va être plus abîmé que ce qu'il était actuellement. D'accord. Merci beaucoup à Monsieur Winkel d'avoir accepté d'être avec nous et aussi à son suppléant qu'on n'a malheureusement pas le temps d'entendre. Juste un petit mot, parce que vous êtes aussi un paroissien, donc forcément touché. Oui, paroissien depuis plus de 30 ans, et oui, bien sûr, ça nous fait beaucoup de peine de voir la basilique dans cet état et surtout tout ce qu'il y a dedans, et surtout l'orgue. Et des preuves de solidarité, vous en avez aussi, j'imagine, de soutien. On sait que les messes vont avoir lieu au Carmel ou encore à Saint-François-de-Sales. Pour les orgues, vous aurez d'autres endroits aussi pour pouvoir jouer? On répétera ailleurs, il y a d'autres paroisses, on peut répéter à Saint-Clément ou dans d'autres, ou chez nous tout simplement, mais on trouvera un moyen de continuer à travailler. Oui. Merci beaucoup, Monsieur l'Admirault, d'avoir été avec nous. On doit rendre l'antenne à Cécile. Merci beaucoup Anne-Lise et à vos deux invités. Benoît Bertrand, cet orgue, a priori, on ne sait pas encore, pour être tout à fait franc, dans quel état il est. Il a été un peu arrosé par l'eau des pompiers, évidemment. Sans doute qu'il a dû recevoir un peu d'eau, le minimum. Mais la question, c'est que pour protéger un orgue, il faut le déposer. Et le déposer actuellement, ça va être difficile, justement pour les questions de sécurité, puisqu'il y a la voûte qui est au-dessus de l'orgue. Donc il faudrait le plus rapidement possible le déposer. Mais il y a les questions de sécurité. Alors, voilà. Évidemment. Donc, ce sont les experts qui vont avoir à décider de la suite de l'événement par rapport à l'orgue. On a bien entendu l'organiste faire part de son émotion par rapport à l'instrument, évidemment, mais par rapport à ce qui était arrivé à la basilique. On se dit, dans cette basilique, comme dans tout édifice religieux, il y avait sans doute des œuvres. On a vu quelques images hier de tableaux sortis, protégés. Est-ce que tout est protégé? Oui, je pense que l'essentiel des œuvres a été retiré, mis dans les salles de la paroisse, grâce aussi au soutien des paroissiens qui ont été vraiment, c'était admirable, cette solidarité des paroissiens avec le père Michel Bonnet, qui était vraiment très, très affecté par cet incendie. Il y a vraiment un beau soutien fraternel. Les principales œuvres ont été retirées, le Saint-Sacrement aussi a été retiré. Bon. Olivier Château, vous vouliez peut-être rajouter sur l'orgue, vous aviez peut-être des informations. Sur l'orgue, effectivement, la priorité sera la sécurité. Donc, évidemment, on est très conscient de l'importance aussi de sauvegarder l'orgue et puis qu'il y ait des travaux de fait si nécessaire. Mais c'est vrai que la priorité va être que tout le monde soit en sécurité, qu'il n'y ait pas d'intervention qui soit dangereuse. Donc, d'abord, ça va être la voûte et puis ça va être, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais d'enlever les gravats qui sont sur la voûte. Donc, une des premières priorités qui font poids. Évidemment. Donc, l'idée, l'objectif et une des priorités, ça va être dans les mois qui viennent, d'enlever ces gravats, d'étayer et de pouvoir constater l'état réel de la voûte avant d'envisager la suite. Ça, c'est un gros chantier. On va revenir, si vous voulez bien, pour la fin de notre émission, sur l'émotion. On en a déjà parlé parce qu'évidemment, c'est un événement qui provoque beaucoup d'émotions. Éric Aigon s'est rendu aujourd'hui même dans le quartier pour essayer de rencontrer les gens et de voir comment ils ressentaient cet incendie extrêmement violent.
J'ai vu les 3 grands camions de pompiers qui passaient, qui allaient vite. Et j'ai vu les tuyaux d'incendie à grande échelle. Je me suis dit, tiens, il y a un incendie grave quelque part, sans savoir où. Et donc je suis venue voir, puis il y avait déjà plein de monde, et les chaînes installées et les pompiers en œuvre. Moi je suis le boulanger d'à côté là, donc j'étais dans mon fournil, j'ai entendu des crépitements et je suis sorti, c'est là que j'ai vu la fumée sortir du toit et les flammes après, quelques secondes après. J'allais chercher mon journal là. Juste à côté, là, quand j'ai vu toutes les rues étaient barrées. Je suis né dans le quartier. Quand vous la voir en feu comme ça me rappelait la cathédrale en 72. Je trouve ça particulièrement regrettable. Maintenant, je me dis qu'il n'y a pas eu d'humains qui ont été touchés et que de toute façon, ce sera quand même reconstruit. Je pense aux 2 gars qui ont été un peu la cause, ou du moins par qui la chose est arrivée. Et c'est quand même pas rien pour eux. J'ai beaucoup de tristesse pour le père Bonnet qui est tellement un curé exceptionnel que c'est vrai, c'est très dur. Et ça m'a rappelé les bombardements de Nantes. J'étais sous les bombardements puisque j'ai 79 ans. Moi, j'habite depuis 54 ans dans le quartier. Mes enfants ont fait leur communion ici tous les 3 et ça représente plein de souvenirs, quoi. Alors je trouve ça vraiment, ça me fait de la peine. On est nantais, nous ça fait 14 ans qu'on est là, donc nos enfants ont grandi là, on vit avec la basilique, c'est quand même... ça fait mal un peu de voir ça, partir comme ça. On voit les gens touchés, émus. Pour chacun, la basilique, c'était un souvenir. Et c'est peut-être le cas de la personne qui accompagne Anne-Lise en ce moment, qu'on retrouve une dernière fois en direct de la basilique Saint-Donatien. Oui, voilà, je suis avec Paul Thérèse, qui est une ancienne habitante en fait de ce quartier, qui est revenue pour voir justement la basilique Saint-Donatien. Évidemment, c'est un endroit plein de souvenirs aussi pour vous ici. Ça vous émeut ce qui s'est passé? Bien sûr, parce que ma fille, elle est venue à l'école pendant 4 ans ici. On venait à l'église, cette église-là. Et c'était une belle église, vous me disiez. Ah oui, c'était une très belle église. J'espère qu'elle va être réparée ou ça va changer un peu. Parce que, Voilà. Merci beaucoup à Paul Thérèse d'avoir accepté de parler à notre micro. Voilà, on le voit, les gens viennent et toujours regarder, ils sont curieux quand même de voir ce qu'est devenu cette basilique. Oui, tout à fait. Je trouve que on voyait toujours des gens qui étaient là, des gens qui rentraient, qui priaient, c'est vrai que... Bon, c'est pas fini non plus. Je pense que ça pourra être réparé. Voilà. Oui, voilà, ce sera la petite note d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à Anne-Lise et à Paul Thérèse. Voilà, on l'a dit ici, bien sûr qu'il va y avoir des travaux. On l'a bien dit, c'est long, c'est lent. On mesure aussi avec tous ces témoignages combien un édifice comme celui-ci représente une partie de la vie des gens, j'ai envie de dire, catholique ou pas, qu'on aille à la messe ou pas. Et la force patrimoniale d'un édifice comme celui-ci est très fort, bien sûr pour les Nantais, mais aussi pour la communauté chrétienne. Et la communauté va continuer de se rassembler pour prier. Et on a invité les catholiques de Saint-Donatien à se retrouver à Saint-François de Sales à partir de dimanche prochain. Et dimanche prochain à 11h, c'est l'évêque de Nantes, Monseigneur Jean-Paul James, qui viendra présider la messe avec les catholiques de la paroisse pour aussi leur dire sa sympathie, sa communion, son amitié, sa proximité. Il me semble que dans cette basilique, il y avait des messes tous les jours. Il y avait des messes, oui, bien sûr, tous les jours. Cette vie-là de la paroisse va pouvoir continuer. Les paroissiens, où ils seront accueillis par d'autres. Ils vont être sans doute accueillis par d'autres paroisses voisines, mais ils sont invités en tout cas à se rassembler habituellement sur l'église Saint-François de Sales à partir de dimanche prochain. Vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît Bertrand, pensez et grand merci aux pompiers qui ont fait un travail, tout le monde est d'accord avec ça, absolument formidable. Olivier Château, vous n'allez pas dire le contraire. Non, vraiment. Ils ont été... saluer le travail qui a été fait, la mobilisation, la rapidité de l'intervention. Mais oui. Peut-être faut redire simplement le minutage. 10h15, début de l'incendie, 10h21, appel des pompiers, 10h25, arrivée des pompiers sur place et mise en œuvre immédiatement des 4 moyens aériens qu'ils avaient pour faire en sorte que la charpente ne brûle pas totalement, parce que si elle brûlait totalement, les cloches qui sont dans les deux tours de Saint-Donatien pouvaient descendre et briser évidemment la voûte. Donc il fallait une intervention rapide et ça a été le cas. On le redit pour conclure, Olivier Château, les expertises ont eu lieu, objectif, sécuriser
le site. Je vous le dis juste, mais sur les images derrière Anne-Lise, on se disait, oh là là, il y a juste un petit bandeau pour interdire l'accès, il y a plus. Ça va être barriéré. Hein. Voilà. Je vous le disais, parce que dans l'urgence, voilà, ça a été le bandeau qui a été posé, mais voilà, ça va être barriéré, il va y avoir des mesures de prise, effectivement. Et c'est un long travail qui commence, aujourd'hui. Oui. Au-delà des expertises qui vont se poursuivre, mais c'est aussi un long travail qui est devant nous. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'il faut prendre ce temps-là, c'est important. Les Nantais, on l'a entendu dans les témoignages recueillis par Éric Egon, se souviendront sans doute de ce 15 juin 2015, comme ils se sont souvenus, on l'a entendu, de l'incendie de la cathédrale en 72. Voilà, le 28 janvier 72. 28 janvier, sont des dates marquantes dans l'histoire d'une ville. Oui, c'est marquant. Même, faut pas forcément faire le rapprochement comme ça immédiat, même si effectivement, l'imaginaire le fait. Voilà, le fait. Je suis d'accord. Merci infiniment à vous deux d'être venus nous donner des informations précises sur la situation et d'être venus nous raconter aussi comment vous-même aviez vécu cet événement. On en reparlera, c'est une affaire que l'on va suivre. Merci à vous d'avoir suivi Télé Nantes ce soir. Bonne soirée.